Vous vous apprêtez à jouer votre première partie d'Ancient Civilizations of the Inner Sea, vous êtes au bon endroit. Ancient Civilizations of the Inner Sea a été publié par GMT Games en 2019. C'est un jeu officiellement pour 1 à 6 joueurs, mais selon BGG, le meilleur player count est 4 à 5. Fait que je vais vous teacher les règles d'un bout à l'autre dans cette vidéo-là, puis dans mon prochain vidéo, je vais faire une critique du jeu. Fait que voici le setup par défaut pour une game à 4. Le rulebook vous dit exactement mettre combien de disques à quels endroits. Chaque faction commence avec 12 disques sur la map. Puis dans le playbook, vous avez des scénarios additionnels, historiques, qui varient un petit peu de ça. Là. Mais autrement, là, comme je disais, dans le rulebook, là, pour chacun des player counts, là, vous allez avoir la recette. Là, ben, voici les factions qui s'affrontent, puis voici combien de disques commencent à combien de places. Un petit peu de terminologie avant de starter. Fait qu'un area, ça peut être un land area, ça peut être un sea area. Il y a aussi ce que le jeu appelle des deep sea area, là, un petit peu plus profond dans la Méditerranée, qui sont ici. Un seul disque dans un area, on appelle ça un camp ou un campement. 2 disques, le jeu appelle ça un settlement, un village, I guess. Puis 3 disques ou plus, le jeu appelle ça une ville ou une city. Il y a du stacking limit, fait que dans un deep sea area, c'est un disque de chaque faction, le stacking limit. Dans un shallow sea area, un sea area peu profond, là, qui est tout le reste, c'est 2 disques par faction. Puis un land area, vous pouvez monter jusqu'à 4 disques par faction, mais à la fin du tour, vous devez trimmer, vous devez chopper, puis redescendre à 3 disques maximum par faction dans un land area. Les land areas un petit peu plus pâles, ce n'est que pour signifier les capitales des différentes factions. Quand ces capitales-là ne sont pas en jeu, ça ne calisse absolument rien. Fait que, par exemple, à 4, Rome n'est pas en jeu. Fait que c'est un land area parmi tant d'autres. Là. Vous vous entendez au début avec vos camarades, combien d'époques vous voulez jouer. Le jeu supporte un maximum de 4 époques. Sachez que chaque époque va être composée d'au minimum 2 tours, au maximum 4 tours. Il y a une mécanique sur laquelle on va revenir là, à partir de la fin du deuxième tour pour savoir était-ce le dernier tour de l'époque, sinon on en joue un autre à la fin du tour 3, était-ce le dernier tour de l'époque, sinon on en joue un autre qui est le dernier, assurément, avant qu'on passe à la prochaine époque. Il n'y a pas de particularité d'une époque à l'autre, il n'y a pas de carte qui s'ajoute, rien. Les époques se suivent et se ressemblent, là, c'est le cas de le dire. Là. Fait que dans le fond, si vous jouez 4 époques, vous allez jouer une game plus longue, essentiellement. Mais c'est pas comme hey, j'aimerais ça voir les cartes de la 4e époque. Là, oubliez ça, le deck de cartes est commun pour toutes les époques, puis absolument rien qui change. Fait qu'au début, vous allez déterminer de manière aléatoire c'est quoi le turn order, parce que c'est quand même important. Fait que chaque faction va consacrer un disque à traquer son turn order ici puis un autre de ces disques à traquer ses points de victoire. Puis avec 12 disques qui commencent sur la map pour chaque faction va avoir 36 disques sur son player mat. Player mat, qui soit dit en passant, contient une ou plusieurs habiletés spéciales pour votre faction. Faites-en part à vos collègues de jeu pour pas trop qu'ils fassent le saut quand vous allez les utiliser contre eux. Là. Fait que voilà, fait que là, on a nos 4 player mats avec 36 disques dessus. Sachez que les disques, c'est une limite intentionnelle et physique. Fait qu'au début, on ne voit pas le jour, on va dire, calisse, si quand t'es suspendu, tu vas mettre ces 36 disques-là sur la map, ça va plus vite qu'on pense, quand même. Puis vous allez vous répandre, puis à un moment donné, s'il n'y a plus de disques sur le player mat, même si le jeu vous dit, hey, t'es supposé d'avoir des disques de plus, oubliez ça, vous êtes pogné pour gérer ce que vous avez. Ça veut dire que chaque faction, au grand total, a 50 disques, en fait. Puis avec 2 qui sont réservés pour les points de victoire, puis le turn order, il vous en reste 48, comme je disais, dont 12 qui commencent en partant sur le board. Vous allez avoir des cartes des fois parce que vous allez crisser des disques dessus, des merveilles du monde aussi, vous allez crisser des disques dessus, puis ces disques-là, pendant qu'ils sont là, sont comme pris là. Puis à moins qu'un effet spécifiquement vous permette de les enlever, ben, ils sont vraiment réservés là, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver le cul sur la paille quand vient le temps de gagner des disques. Fait que un tour commence avec le growth phase, la phase de croissance, si on veut, où chaque civilisation en ordre de tour peut commencer par faire ce que le jeu appelle le resettlement step. Puis là, il y a des steps dans le growth phase qui font fuck all de sens au début de la game, parce que comme je disais, on a des disques en masse, puis on est tout petit, puis on n'est pas collé sur personne, puis tout ce qu'on veut, c'est s'expansionner puis croître. Là. Fait qu'entre autres, la première step, le retirement step, vous pouvez retourner n'importe quel de vos disques qui sont sur la map dans votre supply, des disques qui ne sont pas des villes. Fait que pourquoi diable feriez-vous ça? Ben, croyez-le ou non, un moment donné, comme je disais, vous allez avoir tous vos disques sur la map, puis peut-être que vous avez des petits disques qui traînent un peu partout, que vous vous en colissez, puis qui sont plus pertinents, puis vous préférez les ramener à votre supply pour être capable de les déployer ailleurs.
La première vraie step qui est importante dans le growth phase, c'est le acquisition step. Où là, vous allez recevoir, dans le fond, vous allez prendre un disque de votre supply, puis vous allez le colisser dans le Ready Box, un pour chaque settlement que vous avez. On va faire l'exemple de Goal en ce moment, qui a 5 settlements, fait qu'il prendrait vraiment 5 petits disques, puis il viendrait les mettre ici. On souligne la nice touch du module Vassal de mettre sur le dessus d'une pile combien il y a de pièces sur cette pile-là. Ensuite, vous allez recevoir un disque pour chaque 2 sea area que vous occupez. Fait que là, à ce moment-là, ce serait un autre ici. Puis uniquement des shallow sea area. En gros, là, les deep sea area, là, on va s'en tenir à ça, là, ça ne sert pas à grand-chose. Dans ce jeu-là, ça ne paye pas, ça ne rapporte pas. Stacking limit de merde. Fait que vous recevez un dip parce que c'est pas là que se passait le commerce puis l'action dans ce temps-là. Là, les boats, dès que s'éloignaient un petit peu des côtes, ça coulait. Là. Fait que un 10 pour chaque 2 shallow sea area que vous occupez. Fait que dans le cas de la Gaule, ce serait ça. Puis un peu plus tard, mais encore là, ça vient plus vite qu'on pense. Si vous avez des voisins immédiats, fait que, par exemple, s'il y avait un disque de Troie qui était ici, ben, autant la Gaule que Troie recevrait un disque de plus pour représenter le commerce entre les civilisations. Parce que même si vous haïssez la face du joueur de Troie et que vous vous tapez dessus à qui mieux, que vous le vouliez ou non, vos deux civilisations font de l'échange thématiquement. Ensuite, il y a le Resettlement Step que vous pouvez transférer là, un disque de n'importe quel de vos cities, ben, autant de cities que vous voulez, vous les ramenez dans votre Ready Box directement, prête à être déployé. Puis encore là, c'est quelque chose qu'on voit plus en fin de game parce que, bon, les cities, c'est un petit peu votre but d'envie. C'est la plus grande source de victoire dans ce jeu-là. Là, ça représente vraiment, là, pensez au fameux jeu de civilisation à l'ordi, là, où est-ce qu'à chaque fois que vous construisez une ville, là, c'est prestigieux, puis vous avez des cadeaux. C'est la même affaire là-dedans. Fait que des campements, c'est bien le fun. Des sea areas, c'est bien le fun. Mais c'est les cities qui vont payer principalement. Fait que pourquoi vous voudriez enlever un hostie de disque d'une de vos cities que vous avez mis à la sueur de votre front? Ben, on va le voir dans 2 secondes, mais le déploiement se fait en ordre de tour. Puis si un voisin est particulièrement belliqueux et qui a l'air équipé pour veiller tard s'en vient sur vos terres, puis a collissé une petite grosse pile de disques, 4 maximum, mais n'empêche, qu'il a collissé 4 disques sur une de vos cités, puis vous regardez vos cartes ou vous regardez votre setup en ce moment où vous êtes attaqué de tout bas, de tout côté, puis là vous avez fait des choix difficiles, ben, peut-être que c'est un cas où vous voulez trimer cette city-là parce que vous allez de ce fait priver votre camarade de jeu de cadeaux potentiels parce que bon, il y a une récompense dans ce jeu-là quand vous saquez, quand vous collissez à terre une ville de votre adversaire, vous gagnez un VP puis vous gagnez une pièce. Fait que si vous voulez le priver de ça, vous pouvez juste dire haha, ce n'est plus une city, c'est maintenant un vulgaire settlement. Fait que tu vas peut-être me colisser la volée, mais au moins tu ne recevras pas de cadeaux pour ça. Mais c'est rare qu'on fait ça. L'affaire qu'on fait définitivement, c'est le deployment step. Fait que là, vous prenez les disques que vous avez accumulés à l'étape précédente dans votre Ready Box. Fait que typiquement, on les prend dans nos mains. En passant de calculer combien de disques vous avez de grâce, faites ça simultanément et non pas nécessairement en ordre de tour parce que Chris, le jeu est déjà assez long de même. Mais si au moins tout le monde est prêt et il y a ses disques dans le Ready Box, là après ça, normalement, on dirait OK, 3, tu y vas en premier, après ça, Égypte, après ça, Carthage. Fait que moi, je trouve que c'est mieux dans ce jeu-là d'être le plus tard possible dans l'ordre de tour parce que vous pouvez vous ajuster à ce que les autres font, qui est un classique encore là dans les jeux. Fait que où est-ce que vous pouvez crisser ces disques-là? N'importe quel area que vous contrôlez un area si vous avez plus de disques que n'importe qui d'autre dans cette area-là. Fait que vous pouvez crisser vos disques dans les areas que vous contrôlez ou dans des areas contestés que vous occupez. Fait que ça, par exemple, ce serait un area contesté. Fait que je suis là pareil, j'ai le droit de renflouer puis j'ai le droit de mettre des disques de plus là-dessus. Vous pouvez vous répandre dans des areas adjacents à des areas que vous contrôlez. Fait que par exemple, ici, Goal contrôle ça ici, je pourrais mettre un disque ici, puis le jeu permet le chaînage ou le chaining. Fait que là, après ça, contrôlant cette affaire-là ici, ben, je pourrais décider de m'en venir là. Fait que, on peut se répandre quand même assez vite. Comme je disais, c'est pas impossible qu'au premier tour, première époque, vous ayez déjà des voisins. Peut-être pas vous taper dessus tout de suite, mais que vous ayez déjà des voisins. Vous pouvez aussi vous répandre dans des areas contestés dans lesquels vous avez au moins autant de disques que l'adversaire. Fait que je reviens à cet exemple-là ici, même si j'étais pas, même si on était à mancher comme ça, là, fait que je pourrais décider avec un disque de m'en venir ici, parce que ça, c'est contesté, je le contrôle pas, mais j'ai autant de disques que mon adversaire, fait que je peux décider de m'en venir là.
Puis bon, encore là, une affaire qui arrive crissement rarement. Là, si vous avez aucun disque sur la map, parce que j'ai jamais vu ça, là, ben, vous pouvez toujours colisser des disques dans votre home area ou adjacent à votre home area. Fait que, vous pouvez toujours renaître de vos cendres dans votre capitale, puis après ça, vous répandre alentour. Il faut être mal pris en tabarnak. Là. Fait que tout le monde fait ça. Fait que là, il y a quand même un dilemme de dire fait que les settlements, ça paye pas, ça donne pas de points de victoire, mais c'est ça qui vous donne des disques. Fait qu'au début, vous voulez pas faire des villes trop vite. T'sais, la Gaule aurait pu venir colisser des disques sur tous ces settlements-là, puis dire haha, si j'ai des villes, maintenant je vais faire des points de victoire, puis tout ça, mais ils vont se rendre compte quand va arriver la prochaine phase de growth. Bon, ben tu fais un disque pour tous tes settlements, mon pit. Ah, ben j'en ai pas un tabarnak. Bon, ben tu fais 0 disque, puis tu peux plus croître. Fait qu'il faut commencer, là, on suit l'évolution normale des choses, commencer avec des settlements, ramasser des disques, avoir un mini-engin qui génère des disques. Là. Puis à un moment donné, vous allez mettre, c'est le cas de le dire, la cerise sur du Sunday de ces settlements-là pour qu'ils deviennent des cities et qu'ils commencent à vous donner des points de victoire. Ensuite, lors du setup, le deck est shufflé, tout le monde pige 5 cartes. Puis là, on arrive à la phase de, ils appellent ça le card phase, très, très innovant, où est-ce qu'on revient en turn order, justement. Fait que là, on dirait, bon, ben, 3, est-ce que tu joues une carte? Fait que là, 3 regarde, sa main de carte, sa main de 5 cartes du début, puis peut décider de jouer une carte. Elle ne peut pas jouer de cartes avec un petit C, ça, c'est des cartes spécifiquement jouées en compétition quand on va arriver à la phase des combats plus tard. Mais n'importe quelle carte qui n'a pas un C peut être jouée. Il y a des cartes qui ont un. Ouais, si j'en peux en piger une. Il y a des cartes qui ont un N dessus. Come on. Un autre C, un autre ça, un autre ça, un autre ça, un autre ça. Colis. Bon. N, c'est des cartes de négation, c'est des cartes qu'on peut jouer en réaction pour quand c'est des counter spells. C'est des cartes qu'on peut jouer pour venir canceller des affaires de l'adversaire. Puis il y a un autre icône qui arrive, qui existe, qui est un I, qui est un truc, là, comme je pense qu'il appelle officiellement d'investissement. Là. Chris, vas-tu finir par empoigner une? Sacrement. Ah, voilà. Fait que les cartes, on pourrait lire le texte, là. Ben, on va le lire, là. Fait que place this card face up on the table avec 3 disques du supply dessus. Fait que les cartes avec un I, leur particularité, la plupart des cartes, là, s'il n'y a pas d'icône spéciale, puis même les cartes de négation sont jouées puis sont défaussées. Les cartes avec un I, typiquement, vont rester en avant de vous autres avec un certain nombre de disques qui représentent leur nombre de charges pour leur effet dessus. Puis quand vous allez utiliser leur effet, vous allez retirer un de ces disques-là. Puis une fois que la carte n'a plus de disque, c'est seulement là qu'elle est défaussée. Fait que, croyez-le ou non, dans la card phase, l'affaire que vous allez faire le plus souvent, c'est de jouer une carte. Puis une fois que vous avez joué une carte, officiellement, c'est à l'autre après. Vous pouvez passer aussi. Par contre, si vous décidez de passer, vous ne pouvez plus revenir. La seule affaire que vous pouvez faire, c'est jouer des cartes de négation une fois que vous avez passé. Mais sinon, quand votre tour revient, c'est fait. Une fois que vous avez passé, c'est terminé. Vous ne pouvez plus le rejouer de manière active des cartes. Vous pouvez aussi, on ne fera pas ça souvent, on va le faire surtout en début de game-ish, là. Vous pouvez aussi construire une des 7 merveilles du monde qui sont disponibles ici. Là. Fait que pour construire une merveille, ça coûte quand même assez cher. Là. Vous devez payer un total de 5 parmi les 3 effets suivants. Fait que retourner un disque de la map à votre supply, ça compte. Vous pouvez faire ça 5 fois si vous voulez. Cette affaire-là, retourner des disques de la map à votre supply, vous devez faire ça au moins 2 fois sur le coût de 5 que ça vous prend pour bâtir une Wonder. Sinon, vous pouvez aussi défausser une carte, ça compte, ou vous pouvez payer une pièce, que le jeu appelle, j'appelle ça une pièce, là, mais le jeu appelle ça un talent là-dedans, qui est un petit disque blanc. Certains événements vont vous permettre d'en gagner, puis certains effets vont vous permettre d'en gagner. Fait que vous pourriez, par exemple, défausser 3 pièces si vous avez 3 pièces, puis retourner 2 disques de la map à votre supply. Vous pourriez défausser 2 cartes, payer une pièce, puis enlever 2 disques de la map, le ramener dans votre supply. Vous pourriez enlever 5 disques de la map à votre supply, peu importe. Une fois que la Wonder, la merveille est bâtie, vous prenez son bloc formellement, vous le mettez dans un area que vous occupez qui ne contient pas déjà une Wonder, puis vous mettez la carte en avant de vous autres, puis vous suivez les effets. Ça va vous donner des VP, mais ça va surtout vous donner un effet quand même assez puissant, puis des cadeaux quand même assez puissants. Vous êtes limité à construire une seule Wonder par tour, pas que quelqu'un saute ses 7 dès le premier tour. Puis typiquement, là, comme là, on est 4 joueurs, ben, peu importe le player count, vous avez toujours juste 7 Wonder. Fait que là, on est 4 joueurs, fait que bon, typiquement, on va se retrouver avec 1, 2 Wonder, chacun quelque chose de même si les affaires sont balancées, puis tout le monde y porte une certaine attention. Là. Fait qu'on continue comme ça en ordre de tour, puis on rap de même jusqu'à temps que tout le monde aille passer, ou à ce moment-là, on passe à la phase de compétition. Fait que la phase de compétition, vous allez comme ça, c'est une drôle de règle, d'accord?
Vous allez commencer en haut à droite, c'est pas trop clair, c'est ça que je veux dire. Vous allez commencer en haut à droite de la map, puis vous allez vous diriger en bas à gauche de la map. Puis c'est dans cet ordre-là que vous allez résoudre les compétitions. C'est pas un joueur en particulier qui décide, c'est pas en ordre de tour non plus nécessairement. Là. Fait qu'on partirait de même, puis là, mettons, whoop, on arrive ici. Puis là, officiellement, on a une compétition entre Troie puis l'Égypte. À noter que deux campements coexistent ensemble, puis c'est la paix, c'est l'harmonie, puis il n'y a pas de bataille. Fait que deux campements, on a comme chacun le 3-4 tentes de montée, là, puis on n'a pas amené nos armes ou quelque chose de même, on décide de ne pas se taper dessus. Là. Mais dès qu'une faction dépasse ça, dès qu'une faction dépasse la limite d'un disque, même si une faction a un settlement, puis l'autre a seulement un campement, c'est un area qui est contesté. Puis à ce moment-là, on va se battre dessus. Puis il peut y avoir d'autres activités. On pourrait avoir, là, ça pourrait être 4 contre 4. Là, pour avoir un petit combat de titans ici aussi, là, où est-ce qu'on a comme deux crises de villes vraiment stackées qui sont prêtes à se rentrer dedans. Là. Fait que on commence au nord-est de la map jusqu'au sud-ouest de la map. On arrête quand il y a un area contesté et on résout une compétition. À noter qu'on peut aussi avoir à se défendre contre les barbares qui sont les fameux disques noirs qui sont ici. Là. Fait que, on va y revenir, là, mais il y a des cartes qui vont mettre des barbares en jeu. Ces barbares-là ne sont pas considérés comme une civilisation, mais ils sont considérés comme une faction. Fait que des cartes ou des effets qui ciblent des civilisations spécifiquement ne concernent pas les barbares, mais ils contestent des areas, ils vous font chier. Puis bon, ils sont pas contrôlés par personne, fait qu'eux autres, ils peuvent pas jouer de cartes, peuvent pas jouer de trucs spéciaux. Là, c'est juste une nuisance sur vos terres dont vous devez vous débarrasser là, si vous voulez continuer à croître. Fait que pourquoi encore là que je dis que c'est bon de jouer en dernier, c'est que quand tu arrives à une compétition en particulier, ben celui qui est premier en ordre de tour, c'est lui qui doit commettre ses trucs en premier. Fait qu'il joue des cartes de compétition à ce moment-là, qui sont des cartes avec un petit C ici, dont l'effet, là, quand vous allez le lire, ça va vraiment faire du sens que ça peut être utilisé entre guillemets en combat. Là. Fait qu'il peut jouer autant de cartes de compétition qu'il veut face down sur la table. Il peut décider d'activer des habilités de civilisation. Il y en a beaucoup qui ont des liens avec des combats. Puis il peut aussi utiliser des merveilles. Fait qu'il doit tout caler ça avant. Fait que par exemple, dans le cas qu'on a ici, là, Troie doit tout caler ces affaires-là avant. Puis après ça, l'Égypte, voyant combien de cartes il y a face down, voyant que s'il y a des effets de civilisation qui ont été utilisés, puis tout ça, peut faire ça à son tour. Puis ça, on fait ça vraiment area par area. On répète cette recette-là. Là. Ensuite, une fois que c'est fait, haha, on tourne nos cartes de compétition, puis là, hey, je t'enlève ce 2 10, puis je rajoute un de mes 10, puis je fais ci, puis je fais ça. Les 10 blancs qui servent, oui, pour traquer le nombre de piastres que vous avez, vont aussi beaucoup être utilisés avec des cartes de compétition, puis tout ça. Ça représente des alliés, fait que souvent, vous allez pouvoir mettre des disques blancs dans des affaires de même, dont vous colissez des pertes, parce que finalement, c'est pas des vrais disques de votre faction, fait qu'il y a juste comme tampon ou comme buffer quand votre adversaire vous crisse des volets. Puisque, aussi chaotique que ce jeu-là peut être, la résolution des combats, c'est extrêmement, je dirais, mathématique et fixe, c'est-à-dire que essentiellement, quand arrive une ronde, entre guillemets, de combat, ben, chaque camp va perdre par défaut un disque. Sauf que là, puis ça aussi, c'est calé en ordre de tour, fait qu'avantageux d'être plus tard. N'importe quand, que ce soit une carte qui vous cochonne ou quoi, n'importe quand que vous perdez des disques de votre faction, sur la map, vous pouvez toujours décider de défausser une carte pour ignorer la perte ou de payer une pièce pour ignorer la perte. Fait que, on arrive à un gros combat comme ça, puis les joueurs, il leur reste des cartes en main, puis ils ont de l'argent dans leur treasury. Là, ben là, des fois, si on décide d'avoir la tête dure, là, puis d'être tête de cochon un petit peu, là, ça peut être non, je ne veux pas perdre ce disque-là, je paye une pièce, je ne veux pas perdre ce disque-là, je paye une pièce. Puis là, les stacks restent pareils, mais c'est le treasury qui font à vue d'œil, puis les cartes en main qui font à vue d'œil. Là. Puis il y a vraiment là, une. En décor, on y reviendra, mais on va y aller avec un exemple peut-être un petit peu moins flyé que ça, là, parce que Chris, ça commence à être. Fait que disons qu'on a ça ici. Là. Fait que ce que la règle va dire, c'est que, bon, on commence avec les factions qui ont seulement un disque. Toutes ces factions-là perdent leur disque en même temps. Ensuite, est-ce qu'il y a des factions qui ont 2 disques? Ben oui, il y a des factions qui ont 2 disques. Eux autres ont 2 disques. C'est bon. Fait qu'ils perdent leur disque. Toutes les factions qui ont 2 disques, parce qu'on pourrait être plusieurs là-dedans. Il n'y a rien qu'on pourrait être les 4 dans le même area à se battre contre. Fait que la séquence est importante. Fait que toutes les factions qui ont 2 disques perdent un disque. Ensuite, toutes les factions qui ont 3 disques perdent un disque, puis ensuite toutes les factions qui ont 4 disques perdent un disque, puis ainsi de suite. Pourquoi c'est important? Essentiellement, tu lis ça au début, puis tu es là, Chris, what the fuck? Mais c'est quand tu arrives exactement dans cette situation-là, c'est là que c'est important.
Parce que là, quand tu arrives de même, puis en supposant que personne défausse de carte puis paye de piastres pour sauver le disque, là, quand tu arrives dans une situation comme ça, ben là, par exemple, toutes les factions qui ont seulement un disque vont perdre leur disque. Fait que là, 3 perd son disque. Puis les règles sont claires que dès que quelqu'un se retrouve tout seul, le combat arrête instantanément. Fait que dans un cas où est-ce qu'on finit dans une situation 2 pour 1, puis ça arrive souvent comme ça, là, ben, la faction qui a 2 disques garde ses 2 disques puis botte le cul de la faction qui a un disque. Fait que la perte des disques n'est pas simultanée. Il faut vraiment le faire. Tout le monde qui a un, tout le monde qui a 2, tout le monde qui a 3, tout le monde qui a 4, puis monter de même. Ce qui ne change pas grand-chose jusqu'à temps que vous arriviez à 2 pour 1, où est-ce que là, ça permet ou 3 pour 1 ou 4 pour 1, où est-ce que là, ça permet de sauver finalement. Il y a juste la faction qui a un disque qui se fait shafter. Fait que c'est ça, ça se termine, ou ça se termine une fois, bon, fait que ça se termine une fois qu'il ne reste rien qu'une personne, ou une fois, ça peut arriver aussi. Fait qu'on aurait pu là, se tapocher à bord jusqu'à temps qu'on arrive dans une situation comme ça, puis là, la paix revient. La ville est en ruine, le village est en ruine, il ne reste rien qu'une coupe de tentes ici. Puis finalement, on serre les armes, puis on dit on va coexister, puis on va se faire un petit feu de camp avec des guimauves, puis tout le kit, là, puis on va avoir du fun. Si jamais dans une compétition, comme je disais, vous avez colissé la volée à un adversaire humain, donc pas des barbares, qui avait vraiment une city au début, là, 3 disques ou plus de sa couleur dans l'area, puis vous avez réussi à gagner le combat, puis vous occupez encore la place, vous gagnez un VP, puis vous gagnez une pièce. À noter, c'est un petit chrome spécial qui n'aurait pas tellement été utile, là, mais c'est peut-être pour éviter le rampage. Là. Cette pièce-là est disponible uniquement à la fin de la phase de compétition. Autrement dit, elle est présentement en transit ou elle est présentement à la banque. Vous n'y avez pas accès. Vous n'avez pas accès à la Flow B pour sauver vos prochains disques dans les prochaines compétitions. Vous allez la gagner juste à la fin de la phase de compétition au total. Bon, j'en ai pas parlé, là, mais c'est puis on va y revenir dans la vidéo de critique, là, mais énormément des cartes dans ce jeu-là ont des effets de take that. Là. Énormément de cartes, c'est comme choisis un area, enlève 2 disques de cet area-là, puis un disque partout alentour. Vous allez voir des cartes là, puissantes en hostie des fois là, que vos adversaires vont jouer contre vous autres. Fait que bash le leader, puis king making là-dedans, puis toute l'équipe. Comme je dis, on y revient, là, mais l'effet de la majorité des cartes, oui, il y a des effets peaceful, où est-ce que vous allez jouer une carte, vous allez ajouter des petits disques chez vous, puis tout ça, là. Mais des fois, là, vous allez rentrer dans vos adversaires avec des cartes, c'est même pas drôle. L'autre affaire, ils sont à part au début, parce qu'on ne peut pas y piger en partant, là, quand on pige chacun nos 5 cartes en main, là. Mais une fois qu'on a pigé nos 5 cartes en main, normalement, il y a quoi, 7, 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 événements que vous allez prendre, puis que vous allez shuffler dans le deck. Les cartes événements, leur particularité, là, ils ont un petit E, là, puis sont à l'envers, ben, ils sont upside down un petit peu par rapport aux autres cartes normales, là, sont paysage plutôt que portrait. Une carte événement, la particularité, c'est que dès que vous la pigez, vous n'avez pas le choix, vous la jouez instantanément, même si un effet vous dit, tu regardes la première carte du paquet, si c'est un événement, si elle vous brûle les doigts, puis vous la déposez sur la table, et puis ça l'arrive. Puis là, à ce moment-là, vous suivez les instructions. Puis bon, typiquement, c'est pas nécessairement le joueur qui a joué l'événement qui va prendre des décisions. C'est souvent le joueur qui est dernier au niveau des points de victoire. Puis beaucoup de ces événements-là, c'est ça qui ajoute là, les nuées de barbares qui vont arriver là, à l'est, à l'ouest, au sud, puis au nord. Là. Fait qu'être dernier dans ce jeu-là, ben, c'est pas bon quand arrive la fin de la game. Mais si vous pouvez être dernier toute la crise de game, puis juste passer en avant au dernier tour de la dernière époque que vous jouez, ça peut être bon en hostie. Là. Fait que voilà pour voilà pour les événements. Là, comme si ils sont shufflés dans le deck, c'est comme une petite boîte de surprise. On ne sait jamais quand on pige, on va tomber sur quelque chose là-dedans. Après la phase de compétition, on arrive dans ce que le jeu appelle, bon, c'est la fin du tour, si on veut, c'est ce que le jeu appelle la phase de Reckoning. Là. D'abord, il y a une affaire de Sea Domination. Je vais vous montrer un exemple de Sea Domination, là, mais c'est rare en ben, ça dépend de l'endroit. Mais ça peut être rare en hostie. Fait que, par exemple, ici, c'est très facile. 3 domine le Trojan Sea. Parce que pour dominer un Trojan Sea, d'abord, vous devez l'occuper, puis vous devez contrôler tous les land areas qui sont adjacents. C'est facile ici, il n'y a qu'un seul land area qui est adjacent. Fait que ça veut dire que si d'autres mondes à ce moment-là cohabitent avec Troie dans le Trojan Sea, ils se font kicker out. C'est comme Troie a tellement le contrôle des lands alentours que ça finit par avoir un impact sur le Sea Area lui-même, puis les autres 10 doivent décolisser. Il y a des fois que c'est un petit peu plus tough. Ici, si je suis Carthage, bon, ben, faut que je contrôle à la fois pour le golfe de Leptis, je dois contrôler à la fois Tripolitania et Leptis pour être capable de le faire. Et Mélite, c'est vrai, parce que ça ici, c'est une île, mais c'est considéré un land area adjacent
au golfe de Leptis. Fait que ça, pour dominer cette shallow sea area, là, moi j'ai 3 sea area à contrôler, puis des fois c'est même plus que ça. Là. Fait que c'est bon pour kicker out les autres personnes qui sont avec vous autres dans le sea area, puis ça va être une petite source de VP plus tard, mais vraiment pas grand-chose. Là. Ensuite, c'est la grosse paye, la principale paye du jeu qui arrive à cette étape-là dans le Reckoning Phase. Fait que chaque civilisation score un VP pour chacune de ses villes. Donc 3 disques ou plus, 3 ou 4 disques rendus là. En fait, quand arrive le Reckoning Phase, je répète, c'est la fin du tour. C'est là que si vous avez plus que. Dans la phase de compétition, vous pouvez monter des hosties de stacks d'autres si vous voulez de disques. Il y a temporairement plus de limite de stacking. Mais quand arrive la phase de Reckoning, tout est choppé à maximum 3 disques. N'empêche, 3 disques, c'est une ville. Fait un VP pour chacune de vos villes, un VP pour chacune de vos merveilles, à condition que vous occupiez encore l'area dans lequel se trouve la merveille. Des fois, les barbares débarquent et vous bottent le cul. Ça rase pas la merveille nécessairement. Il y a des cartes qui s'occupent de ça. Inquiétez-vous pas, des cartes fuck you qui s'occupent de ça. Mais si vous occupez plus la merveille temporairement, vous ne faites pas ce VP-là de fin de tour. Ensuite, en ordre, celui qui contrôle le plus de villes devient premier en ordre de tour, puis on y va en décroissant comme ça. Fait que deuxième qui a le plus de villes, troisième qui a le plus de villes, puis celui qui a moins de villes qui ferme la marche. Fait intéressant à noter, en cas d'égalité sur le nombre de villes, c'est celui qui a le moins de VP qui se met en premier. Alors que moi, comme je disais, je considère que c'est un avantage d'aller le plus tard possible dans le tour, mais bon, design decision, si on veut. Après ça, il y a des steps vraiment ridicules où est-ce que vous lisez ça dans le rulebook, puis c'est comme, my God, si jamais je suis dans cette position-là, ça fait longtemps que la table est flippée ou j'ai collissé mon camp chez nous en faisant crier mes tailleurs. Là. Mais il y a une step où est-ce que ça dit, genre, si vous êtes dernier au niveau des VP, 10 points en arrière de tout le monde, que vous n'avez plus rien sur la map, hostie, que vous avez faim, que vous avez soif, que vous avez frette, tu sais, là, il y a un paquet de petites conditions. À ce moment-là, vous pouvez comme faire faillite puis repartir sous une autre civilisation, mais je couvrirai même pas ça. Parce que, comme je dis, rendu là, c'est pénible en hostie. Puis c'est là où, si on est au tour 2 ou au tour 3, croyez-le ou non, on va flipper la première carte du deck, puis on va regarder le numéro de la carte. Vraiment, le card number là, qui, dans ce jeu-là, est en bas à gauche. Là. Fait que là, on a un exemple, c'est écrit 72. Si on est à la fin du tour 2, je flippe une carte. S'il y a le chiffre 2 n'importe où dans ce numéro-là, ce serait le cas ici, bang, l'époque prend fin. Okay? Sinon, si le chiffre 2 est introuvable dans le numéro de carte, on continue. Puis quand on arrive à la fin du tour 3, ben c'est s'il y a un 2 ou un 3 dans ce chiffre-là que ça s'arrête. Sinon, ça continue. Puis comme je disais, au tour 4, ça s'arrête, peu importe. Si ça se poursuit, à ce moment-là, vous pigez, chaque civilisation pige 3 cartes et seulement 3 cartes. On en pigeait 5 au début parce que le jeu est sympathique. Mais là, vous pigez 3 cartes, plus une carte pour chaque 4 villes, chaque tranche de 4 villes que vous avez sur la map. Fait qu'encore là, les villes sont utiles pour piger plus de cartes. Ou une carte additionnelle pour chaque pièce que vous payez avant de piger vos cartes. Vous devez tout coller ça avant. J'ai 3 cartes, j'ai 4 villes, ça me donne 4. Putain, je vais payer 2 pièces pour en piger 2 de plus, ça me donne 6 au total. Ceci dit, hand limit est de 6 si vous pigez au-delà, mais il y a bien des cartes des fois qui sont situationnelles ou inutiles. Fait que des fois, c'est avantageux de piger comme 7 8 cartes puis d'être capable de garder juste les meilleures. Si jamais l'époque prend fin, tous les joueurs défaussent toutes leurs cartes en main. Fait que c'est un pensez-y bien de garder des cartes dans votre main, surtout à partir d'ici, parce que vous ne savez pas, là, ça se peut que l'époque prenne fin puis qu'à ce moment-là, toutes les cartes prennent le bord. Il y a un random event qui est fait où est-ce qu'encore là, vous tirez une carte, vous regardez c'est quoi le numéro de la carte, puis il y a une table à l'endos du playbook ou du playbook, je pense, là, où est-ce que ça va dire, OK, c'est quoi le numéro de la carte que vous avez pigé, puis encore là, des hosties de random events, genre celui qui a le plus de villes perd un cube dans toutes ces villes, des hosties d'affaires vraiment swingy que vous pouvez pogner là-dedans, vous n'avez aucune crise d'idée ce que ça va faire. Après ça, il y a une genre de paye, mais qui est très, très banal par rapport à la grosse. Comme je dis, c'est pas rare. Là, vous allez arriver plus tard dans le jeu, là, puis vous allez avoir du monde. OK, fait que Gold, t'as 10 villes, c'est 10 VP. 3, t'as 8 villes. 3 Wonder, c'est 11 VP. Puis là, vous arrivez à la fin d'une époque, puis c'est comme celui qui a le plus de villes score 1 VP, ce qui est vraiment pas grand-chose dans toute la big picture. En cas d'égalité, en plus, personne n'a rien. Celui qui a le plus de Wonders habités avec ses 10 score 1 VP. En cas d'égalité, il n'y a rien. Pour chaque 3 sea area que vous dominez, c'est quand même de l'ouvrage en crise, vous avez un VP. Puis vous avez un VP pour chaque 3 talents. Chaque tranche de 3 talents, 3 piastres que vous avez. Puis après ça, même affaire, toutes les piastres des calices. Fait qu'à la fin d'une époque, toutes les cartes des calices, tous les talents des calices. Fait que c'est très éphémère. On tourne la page
sur cette époque-là, bon, on fait faillite quasiment, puis on repart sous un autre nom. Là. Puis là, les civilisations, à la fin d'une époque, repigent 5 cartes là, pour être équipé puis pour être capable de recontinuer, étant donné que de toute façon, vous n'avez plus d'argent pour vous payer rien. Tout le monde repart égal un peu avec 5 cartes, puis on commence une nouvelle époque. Comme je dis, on continue jusque-là, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la durée qu'on avait déterminée. Puis là, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte, puis il y a un paquet de tiebreakers. Puis je devrais donnez-moi 2 secondes. On allait dire, je devrais m'en souvenir parce que nous autres, ça s'est fini sur un tiebreaker. Fait que c'est celui qui a le plus de merveilles qui l'occupe, qui est le premier tiebreaker. Après ça, celui qui a le plus de villes. En tout cas, après ça, il y en a d'autres. Mais bon, vous devriez être tout seul en termes de VP parce que surtout si vous jouez 4 époques, c'est extrêmement swingy. Là, mais bon, à cause du badge de leader, peut-être tout le monde finit par se trouver dans le même tapon. Là. Fait que voilà, c'est ce que vous aviez besoin pour jouer au jeu. Manquez pas ma critique du jeu maintenant qui va suivre dans une vidéo subséquente. À plus.